Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 19 octobre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver donc ce mardi depuis une semaine. Enfin, d'ailleurs, au passage, si vous souhaitez retrouver mon point de 10 minutes chaque matin sur le cours du Bitcoin et l'environnement crypto, eh bien, vous pouvez vous tourner du côté du groupe privé Cryptost. Vous avez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Alors, bienvenue, retour du cours du Bitcoin à proximité de son record historique, il n'y a toujours pas de cassure technique haussière. Un cours du Bitcoin porté depuis un mois par les capitaux institutionnels via les contrats à terme Bitcoin. La hausse depuis un mois, c'est la hausse des contrats futurs Bitcoin. Et clairement, tout s'est passé sur ces contrats à terme pour un certain nombre de raisons. Bon, protection contre les anticipations d'inflation et donc surtout la validation par la SEC, le régulateur américain, du premier ETF Bitcoin. On peut se poser la question pourquoi celui-là de l'émetteur ProShares a été validé. Bien, la réponse est simple, parce que cet ETF physique traite directement sur les contrats futurs Bitcoin, et ceux du CME, la bourse de Chicago. Et vous savez que les États-Unis, c'est le pays des contrats à terme. Aux États-Unis, vous avez l'équivalent de l'AMF, la SEC, la SEC, et vous avez aussi un autre régulateur, celui dédié aux contrats à terme, la CFTC. C'est vraiment les deux antennes. SEC et la CFTC. Et la CFTC, la toute puissante CFTC, est ravie là, de voir du coup des capitaux amenés sur ces contrats à terme qu'elle régule via cet ETF. C'est pour ça que cet ETF a été validé. Donc, c'est quand même une information très importante. Derrière, on verra si d'autres fonds de ce type arrivent. Mais l'ETF, en plus de ça, c'est régulé, c'est connu, ça permet à des gérants institutionnels d'arriver. Donc voilà, c'est doublement gagnant là pour la haute finance américaine qui en plus va amener des capitaux sur ces contrats à terme. Et là pour le coup, ce sont les contrats à terme du CME, le Chicago Mercantile Exchange, la bourse de Chicago, qui devrait monter en puissance vis-à-vis des autres exchanges crypto qui proposent aussi des contrats futurs. Donc cette hausse portée par les institutionnels, belle vague impulsive. Toujours pas de saison des alts. Vont-elles bientôt prendre le relais? Nous verrons bien. Moi, j'ai une opinion sur ce sujet. Je regarde la dominance du Bitcoin. Le cadre du marché reste globalement porteur, avec le marché action qui s'est relancé en octobre. Nous sommes en pleine saison des résultats trimestriels. Les anticipations de bénéfices restent suffisamment solides pour équilibrer des risques fondamentaux que j'ai déjà pu décrire ici dans ces vidéos. L'inflation galopante, notamment du côté des matières premières et surtout des matières premières énergétiques, mais nous ne sommes pas encore dans un scénario de risque tarifaire, de choc tarifaire. Mais il est bien possible que le pétrole aille quand même à 100 $. D'ailleurs, Bitcoin peut être une couverture contre cette inflation énergétique que les banques centrales jugent encore comme transitoire. Bon, la remontée des taux d'intérêt se calme, surtout les taux d'intérêt à long terme qui ont cessé de monter. À court terme, ça se pontifie encore, mais c'est parce que la Fed et les banques centrales vont en 2022 commencer à normaliser leur cycle des taux d'intérêt, mais les taux longs ne montent plus, c'est un facteur favorable aussi pour les actifs risqués de type crypto. Voilà donc pour le cadre. Écoutez, ça fait déjà 3 minutes d'introduction comme ça, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps et de passer donc aux illustrations. Alors, je me rassois donc sur mon siège, qui est un ballon de kiné. Je fais ça depuis plusieurs semaines et c'est un régal pour le dos. C'est fantastique, c'est vraiment très efficace. Bien mieux que n'importe quel siège. Donc, alors, vous avez sous les yeux le prospectus, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, le prospectus de l'ETF Bitcoin de ProShares, validé donc par la SEC, le régulateur américain global, en partenariat avec la CFTC, qui gère, elle, les contrats à terme. Ça traite à partir de ce mardi, c'est basé sur les contrats futurs donc du CME. Toutes les informations sont ici dans le prospectus, mais voilà, c'est vraiment la nouveauté. Et donc, rappelez-vous, dans mes vidéos des semaines précédentes, des mardis précédents, j'évoquais que ce que je relevais, c'est que la hausse du prix du Bitcoin depuis le rebond sur les 40 000 $, ici sur le contrat futur, eh bien, je relevais cette envolée de ce qu'on appelle l'open interest sur les contrats futurs Bitcoin, tout exchange confondu. L'open interest ne doit pas être confondu avec le volume d'échange quotidien. Sur les contrats à terme, l'open interest, c'est la quantité de contrats actifs. Et ensuite, il y a le volume d'échange quotidien. C'est deux choses différentes. Et lorsque l'open interest augmente, c'est qu'il y a des créations de contrats, c'est qu'il y a des arrivées d'institutionnels, de capitaux qui veulent s'y exposer.
ça augmente la taille du marché. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'engagement. Et donc c'est une hausse depuis 3 semaines portée par cette finance institutionnelle, portée par les contrats à terme, les contrats futurs, bon, l'ETF Bitcoin, l'inflation galopante, beaucoup de facteurs l'expliquent. J'isole ici par exemple les chiffres pour le CME, la bourse de Chicago. Bon voilà, hein, c'est tous les exchanges. Et d'ailleurs, l'Open Interest fait déjà un nouveau record historique. Ce n'est pas encore le cas du prix du Bitcoin qui n'a pas cassé son record historique. Alors donc, je fais là un peu écho à ce que je proposais donc les semaines précédentes. Ce que vous avez sous les yeux, attention, ce n'est pas un Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin d'un exchange en particulier, c'est le Bitcoin Index hein, proposé sur TradingView qui fait la synthèse des différents exchanges pour éviter les différences de liquidité entre les différentes bourses et avoir un graphique assez pur. Donc cette hausse ici, cette hausse impulsive, s'inscrit dans un schéma que je vous remontre ici, ce schéma de long terme. Cette capture d'écran que j'avais faite il y a un mois, rappelez-vous, sur les 40 000 $, c'était la frontière chartiste, j'avais insisté dessus. Cette frontière chartiste des 40 000 $ séparait le scénario haussier du scénario baissier. Et donc elle a tenu, et donc nous sommes dans ce cas de figure-là, d'une grande vague 5, à l'intérieur de laquelle nous avons déjà fait un temps, une vague 2, c'était en septembre, et là, la 3, la plus impulsive, la plus forte, donc ça tient la route. Alors le bémol, ouvrons quand même scénario baissier, imaginons que ce scénario soit encore actif, et que nous soyons dans une baie de reprise avant une chute, en vague d'Elliott, je fais ça pour le cadre, on peut avoir ce type de correction-là, et donc nous, les baissiers y croient encore tant qu'il n'y a pas de cassure du record historique. Mais bon, là quand même, c'est tellement impulsif et porté par les futurs, cette hausse-là, que ce n'est pas je n'y crois pas, moi, ce scénario. Donc je pense vraiment que c'est une 3 d'une grande vague 5, vague impulsive portée donc par les volumes institutionnels, et cette vague est toujours donc en construction. Alors donc c'est une hausse qui a été portée par le contrat futur Bitcoin, très bien, confirmation de la cassure technique haussière de la semaine dernière, retour au contact du record historique, pas de divergence à noter du côté des indicateurs, cependant nous sommes au contact du record historique. Historiquement, vous l'avez là sur le BTC Index, le record historique, c'est la mèche haute ici du 14 avril, c'est précisément... c'est 64 900, 65 000 $. C'est ça le record historique. Il n'y a pas encore de cassure technique haussière. Et par le passé, eh bien, très rarement, ça passait d'un coup. Souvent, le plus souvent, un range avant une tentative. Je reprends l'exemple de l'ancien record historique. Vous avez celui de fin 2017, les 19 800 $, l'ex-ATH, all-time high, qui a été dépassé fin 2020. Eh bien, regardez à l'époque ce qui s'était passé. Nous en étions approchés, le marché a fait 3 semaines de range et un jour est arrivée la cassure technique haussière, une séance journalière de cassure, et là oui, ça part. Pour le moment, nous n'avons pas du tout ce type de signal. Donc moi, j'ai ce scénario d'une phase de trailing range avant une tentative de breakout. Premier support, 59 500 $. Alors, il y a effectivement un certain nombre de facteurs de force, on sort par le haut d'un canal haussier chartiste. C'est typique d'une vague 3, vague 3 impulsive, qui ne sera pas la plus courte. Pourquoi si le marché bloque au niveau actuel, notez une proportion intéressante, nous venons de faire précisément la même proportion que la hausse de l'été. J'ai reporté cette proportion au point bas de la correction de septembre, pile poil 1 pour 1. Mais c'est donc un point d'étape, mais comme ce ne sera pas la plus courte, le jour où interviendra la cassure technique haussière du record historique, peut se poser la question de savoir où aller, puisqu'il n'y a pas de niveau passé. Ce sera l'inconnu chartiste. Eh bien, on peut projeter justement les amplitudes passées. Et donc, si je projette un ratio usuel comme 1,38,2 de cette vague 1, cela nous emmène sur les 70 000, 72 000 $. Ça, c'est pour avoir un repère. Donc, voilà, moi j'ai ce scénario d'une pause qui permet aux indicateurs dynamiques de remonter. C'est quelque chose de très positif, qui peut durer un certain temps, même si c'est frustrant. Pour le moment, le premier support est défendu. Est-ce que la vague 3 est terminée? Est-ce une possibilité? C'est peu probable, dans le sens où elle ne sera pas la plus courte, mais si c'était le cas, on la retracerait. Et retracer, c'est ce qu'on a fait en septembre, où on a fait 50% de retracement de cette impulsion.
Ce n'est pas le scénario que je privilégie. Mais ça serait le scénario si on cassait le support des 59 500. Donc il faut avoir conscience de ça. 59 500, c'est un pivot support court terme. Tant que ça tient, c'est plutôt le scénario d'un trading range avant de tenter un breakout. Si ça cède, on peut retracer jusqu'à ce niveau, au bas mot, les 53 000, et ensuite repartir. Ce sont les deux hypothèses. Notez qu'en données 4 heures, on tient encore cette trendline. Bon, voilà, ça fait partie des éléments de chartiste intraday à surveiller, assez propres, qui tiennent pour le moment le choc. Alors, moi je pense donc que BTC va garder le lead. Pourquoi? J'ai pratiqué l'analyse technique sur la dominance du Bitcoin. Je vais retirer ici l'Ishimoku qu'on y voit plus clair. Je crois que vous l'avoir montré la semaine dernière, en données hebdomadaires, ce superbe double bottom potentiel de la dominance du Bitcoin sur 40%, le poids relatif dans la capitale boursière, précédé de divergences très nettes. Je pense que le marché va aller chercher la ligne de coup. On ne va pas la dépasser tout de suite. Si c'est le cas, vraiment là, c'est que le Bitcoin va continuer de surperformer tout le mois de novembre. Mais je pense pas. Je pense qu'on va d'abord aller chercher ce seuil, 48-50%, et ensuite le témoin sera passé au halt. Qui attendent, ça frémit, starting block, mais elles n'ont pas encore donné le signal, ni ETH, ni BNB, et les autres. Donc voilà, j'ai ce scénario d'aller chercher ce niveau de dominance, ce qui pourrait effectivement se traduire par une tentative de breakout, et ensuite le témoin serait passé donc au halt. Voilà donc comment je vois les choses pour le cours du BTC. Donc voilà, attention, je pense qu'on va y passer un certain temps, un temps qui est encore inconnu, mais tant qu'on maintient 59 500, c'est le range avant une tentative de breakout. Ça cède, on retrace, et ensuite une tentative de breakout, de cassure technique haussière. Si cela intervient, d'un point de vue théorique, les extensions donnent 70-72K dollars comme cible. Le scénario du pire, car il faut toujours, c'est réintégrer ce gros niveau, les 52 800. Alors là ça donnerait à nouveau du grain à moudre à ceux qui pensent qu'on va faire un énorme double top sur les records historiques écoulés. Voilà donc pour le moment où nous sommes. Mais voilà, c'est porté par les institutionnels. Je ne crois pas à ce scénario. Alors quand est-ce que justement le témoin sera passé au halt? Elles attendent. Je me tourne par exemple du côté donc, de la capitalisation boursière totale. Elle aussi est revenue au contact de ses records historiques. Je peux me tourner aussi du côté de l'indice synthétique des haltes. On voit que le marché est encore en deçà du rejet du 7 septembre. D'ailleurs, c'est la grande différence avec ce qui s'est passé cet été. Cet été, regardez, la hausse de l'été, la dominance du Bitcoin reculait. C'était le lead au halt. Ça reviendra, et ça reviendra. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'on va d'abord aller chercher ce seuil. Alors, plusieurs éléments. On va passer à ETH. Ethereum, donc, vous l'avez ici en données journalières. Il y a eu une tentative le 15 octobre de faire quelque chose. En fait, non, on ne dépasse pas de résistance. Toujours ces compressions qui bloquent le marché. Je repasse ici sur... Alors là, vous avez le contrat futur ETH, qui lui aussi bloque sous cette même trendline pour le moment. Je prends donc ETH classique. On retrouve ici en données journalières cette trendline et la résistance des 4000 dollars. Qu'on retrouve sur d'autres haltes majeures, il y a l'équivalent. Donc ces 4000 dollars, tant qu'ils ne sont pas franchis, eh bien ce n'est pas le temps des haltes. Donc je pense, moi, que le marché va rester collé ici, et prochainement, il y aura donc une extraction haussière. Alors quand est-ce que cela peut intervenir? Une première option, c'est de regarder le ratio ETH-BTC. Donc la force relative entre Ethereum et Bitcoin. Alors, cette force relative, à moyen long terme, elle a du potentiel. Je le remontre ici en données hebdomadaires. C'est vraiment quelque chose qui a pris du temps, des années, et qui a encore du potentiel. Mais là, vous voyez que c'est une dérive latérale. Prochainement, je pense qu'il y aura une vraie impulsion de ETH-BTC, mais c'est lorsque le Bitcoin passera le témoin au halt. Et là, ETH en profitera et dépassera ses 4000 dollars. Alors en hebdo, nous sommes sur un support, oui, bon,
En journalier, y a-t-il un début d'élément? Je relève effectivement une toute première divergence en données journalières sur le ratio ETH-BTC. On le revoit ici aussi. Toute première divergence sur le ratio ETH-BTC. Très bien. Est-ce que cette divergence préfigure une envolée ici du ratio ETH-BTC? Il y a les premiers éléments, il y a quelque chose qui montre que la saison de surperformance d'ETH est proche, mais pour le moment, cette divergence ne fait que ralentir la baisse, et je pense que c'est cette zone-là que le ratio peut aller chercher avant de tenter un vrai retournement. Moi, de toute façon, mais je me trompe peut-être, je reviens sur l'indice Bitcoin, moi, mon scénario, c'est que le BTC va tenter quelque chose avant de passer le témoin au halt. Mais peut-être que c'est le mauvais scénario. Donc en tout cas, il faut surveiller ce ratio. Il y a le début d'une divergence. Pour valider une divergence, il faut que l'indicateur, il faudrait voir ici le RSI du ratio redépasser 50 et surtout il faudrait voir le prix du ratio dépasser cette résistance. Ce n'est pas encore le cas, mais effectivement, il y a le début de quelque chose. Maintenant, à proprement parler sur ETH USD, c'est simple, enfin simple, façon de parler, ce n'est jamais simple, une trendline hyper propre. Le jour où il y aura une cassure technique haussière, juste une seule, juste une bougie de cette avec une clôture tout en haut qui clôture au-dessus, c'est le signal, et là, oui, dépassement des 4000 $ et retour sur les plus hauts. En attendant, la compression peut se maintenir entre les 3500 $ et les 3800 et la dérive latérale peut durer. J'aurais tendance à dire que si on revient sur les 3500 $, c'est une opportunité pour, dans un scénario derrière, de résolution haussière de cette compression. Du côté des contrats futurs ETH, il y a eu une remontée de l'open interest, mais nous ne sommes pas dans un scénario de nouveau record historique, c'est très différent du BTC. Donc pour l'instant, c'est vraiment Bitcoin qui conserve le lead. Mais je pense que ça frémit et viendra donc le tour de cette saison des haltes. Et clairement, oui, ETH et BNB en profiteront les premiers. Alors d'ailleurs, le BNB, c'est le même type d'approche. La compression d'ailleurs est très similaire sur le BNB. On retrouve le même type de trendline. Il y a eu des tentatives de cassure, mais ça ne passe toujours pas. Alors, je reviens ici sur le BNB. Il y a un niveau. Il y a deux niveaux. Il y a tout d'abord la superbe épaule tête-épaule inversée avec la ligne de coup à 450. Revenir à 450, c'est une opportunité pour moi, comme revenir à 3005 sur Ethereum. Voilà. Ça, c'est le support. Maintenant, la ligne de départ, la ligne d'une surperformance, d'un passage de témoin du BTC au halt, c'est 505 $. C'est à la fois la trendline et en même temps, ici, c'était le double top de début septembre. Donc voilà où nous sommes. Je pense que la compression va durer entre 450 et 550 et 505. Le jour où une cassure technique, jour des 505 a lieu, c'est le signal de retour, d'accélération en direction des records historiques. L'invalidation de ce scénario, c'est casser 450. C'est invalider l'épaule tête-épaule inversée. Et pour l'instant, c'est ce range qui dure en attendant que Bitcoin daigne penser à ses petits amis tokens. Mais là, il veut garder le lead. Donc ce sont les deux niveaux, 450, 505, voilà, qu'il faut avoir en tête. La quatrième crypto cette semaine, le GRT. Donc de ce graphe, alors bon, c'est jamais vraiment évident dans le sens où on a un historique plus réduit, mais tout de même, il y a quelque chose que je relève, je vais retirer l'Ichimoku, on y verra plus clair. Ce qui est intéressant, c'est ça. Bon, le marché est revenu en bas dans une sorte de compression. Regardez ce qui s'est passé cet été. Lorsque il y a eu la hausse estivale cet été du Bitcoin, les halts surperformaient. C'était le repli de la dominance Bitcoin. Le GRT en a profité comme tout le monde. Et là, actuellement, puisque les halts sous-performent, le GRT est en attente comme toutes les halts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes effectivement sur des supports, les supports moyen terme, tout en bas, hein, c'est une base de départ d'une certaine façon. Deux niveaux importants, 0,82 et 1,10.
0,82 c'est la ligne de coup de ce double top de septembre, indice c'est la résistance du double top. Le signal d'un départ, ce serait dépasser 0,82 en clôture journalière. D'ailleurs, regardez, ici la clôture s'est fait juste en dessous, mais le jour où on a une clôture journalière au-dessus de 0,82, c'est le signal. Pour le moment, non. Donc moi j'aurais tendance à dire que revenir dans le bas de la compression ici en journalier, c'est une opportunité, mais le signal de hausse, c'est une cassure technique des 0,82. Pour le GRT, c'est l'attente du passage de témoin au halt, car on voit que lorsque c'est la saison des altcoins, il y participe, c'est l'enseignement de l'été. Donc patience, patience, là c'est la zone de support, et là c'est l'équivalent des 505 BNB ou des 4000 ETH, les 0,82. Les 0,82, je vais repasser sur le BTC donc index en journalier. Voilà, donc moi mon scénario c'est un range. Donc, patience, patience, ça peut prendre du temps. En 2020, hein, ça, on avait mis 3 semaines sous la TH avant de tenter une cassure. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce mardi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Jetez un œil au groupe privé, c'est dans la description. Et puis, bonne semaine à tous et à mardi prochain. Merci.